Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous avons l'honneur de recevoir Charlotte Francoulon. Bonjour Charlotte. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Charlotte, vous êtes psychomotricienne et vous êtes aussi la maman d'une petite fille qui a 4 ans. Donc vous avez commencé vos études par un master en STAPS et puis vous avez donc continué avec un diplôme d'état de psychomotricité. Vous êtes également certifiée en tant instructrice, en massage bébé. Donc vous avez réalisé votre master STAPS pour passer le CAPES, pour être professeur d'EPS. Puis vous vous êtes réorientée, vous avez passé le concours de psychomotricienne. Et puis après 2 ans d'école à l'Institut de formation de psychomotricité à Bordeaux, vous avez donc obtenu ce diplôme. Vous avez travaillé dans un service hospitalier, dans le service de court séjour gériatrie. Vous êtes resté 4 ans. Et puis, vous avez changé de région en 2016. Vous êtes dirigé vers le sud de la France, à Menton. Vous avez travaillé en institut médico-éducatif avec des autistes, des trisomies, des enfants avec du trouble du comportement. Et en 2018... vous avez demandé votre mutation sur Avignon et vous avez intégré le pôle de pédopsychiatrie infanto-juvénile sur le centre hospitalier de Montfavet. Et en septembre 2024, vous vous êtes lancée en psychomotricienne libérale, mais vous poursuivez votre activité salariale sur l'hôpital de jour pour adolescents. Donc vous avez un panel très riche en fait, où vous avez vu plein de situations différentes en passant d'adultes aux enfants, personnes âgées, et je pense que c'est ça qui fait la richesse de votre métier. Nous allons parler aujourd'hui de l'autisme et en quoi la psychomotricité peut aider les enfants autistes. Alors en 1943, le psychiatre américain Leo Kanner décrivit pour la première fois l'autisme infantile précoce dans son article Autistic Disturbance d'Affect Contact. Et il soulignait déjà dans cet article le retrait social de ces enfants, le besoin de s'isoler, des comportements répétitifs, répulsifs, un langage atypique et quelques talents spectaculaires malgré un développement retardé qu'on retrouve beaucoup chez les enfants autistes. Donc malheureusement, beaucoup d'enfants sont diagnostiqués avec des troubles autistiques et ont du mal quelquefois à être scolarisés, à avoir une vie plus ou moins normale avec les autres enfants et avec leur famille. On a très très souvent recours à la psychomotricité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Charlotte, quel est votre rôle et comment vous pouvez aider ces enfants autistes ? Alors avant tout, première chose, peut-être définir vite fait la psychomotricité. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une discipline paramédicale qui agit sous prescription médicale. Et elle est régie via un code déontologique, donc c'est un décret de compétence. Nous, on agit du plus bas âge jusqu'aux personnes âgées et on prend la personne dans sa globalité. Il faut savoir qu'on est là pour rétablir un mieux-être psychocorporel et harmoniser les différentes fonctions, qu'elles soient cognitives, intellectuelles, motrices et affectives. Après ça, notre objectif principal à nous, c'est de réaliser un bilan psychomoteur parce que c'est ce qui va faire suite, en fait, aux soins que l'on va mettre derrière et aux différents axes thérapeutiques qui vont être mis en place par la suite avec les personnes, les patients. Donc, ce bilan psychomoteur est il est primordial. Très important parce que c'est la première rencontre avec le patient. Cette première rencontre avec le patient, c'est là où on va établir en fait un peu l'histoire de vie de la famille, l'histoire de vie du patient, à savoir ses habitudes, à savoir d'un point de vue scolaire aussi, qu'est-ce qui se passe. Vraiment, on fait un panel, quelque chose sur toutes ses habitudes de vie. À la suite de ça, on va pouvoir entrer dans le bilan psychomoteur à proprement parler. Donc, où on va pouvoir balayer tout un champ, à savoir la latéralité, les coordinations, l'orientation spatio-temporelle. On va pouvoir, proposer aux patients toute une batterie de tests qui est échelonnée
écotée et on se réfère toujours à la population du même âge de l'enfant. D'accord. Et à la suite de ça, j'appelle ça le travail de l'ombre, c'est tout le compte-rendu, la cotation et l'expression écrite du compte-rendu pour le patient, où là on va détailler chaque test et essayer de faire des ponts, des liens entre les différents items qu'on aura observés lors d'un bilan. Puis à la suite de ça, on re-rencontre la famille. Donc ça, c'est le quatrième temps, en fait, j'ai envie de dire. Quatrième temps où on rencontre la famille et on voit un petit peu les difficultés potentielles qu'on a pu observer lors de notre bilan, les capacités de l'enfant ou du patient, parce qu'il y en a énormément. Et à la suite de ça, on établit un soin psychomoteur en fonction d'axes thérapeutiques. À la suite de ça, le soin, en fait, il va être établi via des médiations thérapeutiques. On va utiliser une médiation, c'est ce qu'il fait tiers entre vous et le psychomotricien. D'accord ? C'est quelque chose qui est intermédiaire. Médiation, média, entre. On ne vient pas directement au corps à corps. D'accord. Et là, on va pouvoir utiliser différents types de médiation, à savoir la médiation artistique, ça peut être le jeu, ça peut être le sport, ça peut être la relaxation, ça peut être le cirque, ça peut être vraiment toute chose qui vont pouvoir mettre à l'aise finalement le patient et qui est une alliance thérapeutique entre le professionnel et le patient. Concernant les personnes vraiment autistes, il faut savoir qu'il y a des particularités chez elles, des particularités sensorielles. Bien souvent, on entend des enfants qui vont se mettre à crier, qui vont se mettre à pleurer, et on va pas savoir, on va se dire « Oh, il y a un trouble du comportement ». Or, on va pas aller du côté de la sensorialité. Sensorialité, c'est-à-dire les différents sens. Donc, c'est l'ouïe, le goût, l'odorat, le visuel, tout ce qui est proprioceptif, vestibulaire. Pour établir vraiment un profil sensoriel chez l'enfant, on établit un profil qui s'appelle le profil de Dunn. Et à l'intérieur de ce profil de Dunn, c'est un entretien avec la famille. Donc, il y a à peu près 120 questions le plus long. Et c'est où on va pouvoir voir les différents items au niveau des sens. Donc d'un point de vue auditif, on va demander est-ce que l'enfant, quand il y a du bruit, il a tendance à se boucher les oreilles? Ou est-ce que l'enfant est sensible au bruit de l'aspirateur? Vous voyez? Et en fonction de ça, il y a des fréquences. Donc, est-ce que c'est toujours? Est-ce que c'est parfois? Est-ce que c'est jamais? Est-ce que ça peut être de temps en temps? Les parents vont nous répondre. Donc, on va cocher des petites cases sur sur la fréquence. Et en fonction de ça, à la fin, on va pouvoir établir le profil sensoriel. Et on va pouvoir finalement mettre des choses en place d'un point de vue matériel. Un enfant qui a des difficultés au niveau auditif, on va pouvoir lui proposer peut-être un casque anti-bruit. Vous voyez ? Si c'est quelque chose d'un point de vue visuel, au lieu de le mettre face à une fenêtre, par exemple dans un réfectoire, on va le mettre de dos. Ou s'il y a des assiettes qui sont bien blanches, on va pouvoir changer finalement la texture de l'assiette et la couleur de l'assiette. Parce que tout ça, en fait, le problème de l'autisme, c'est qu'il a du mal à intégrer l'information qu'il reçoit. C'est too much dans sa tête, c'est trop agressif. D'accord. Du coup, il faut trouver des adaptations, finalement, pour qu'il puisse s'habituer à ce trop-plein. Donc en fait, vous donnez, par exemple, on revient sur les enfants autistes, vous allez donner une marche à suivre entre guillemets aux parents et aux personnes qui entourent cet enfant. Par exemple, à l'école, il faudra le mettre dos à la fenêtre et tout ça parce que vous avez analysé ça chez l'enfant. Tout à fait, on a établi un profil sensoriel, d'accord, ça s'appelle. Profil Exactement. Sensoriel, oui. D'accord. Et comment se comportent les enfants avec vous parce que je suppose que vous adaptez complètement la séance à ces enfants autistes qui n'est sûrement pas la même que des enfants qui ont d'autres troubles du comportement. Par exemple, vous n'allez pas les faire jouer à des jeux de couleurs qui vont être agressifs pour eux. Comment vous adaptez la séance? Alors, les autistes sont très sensibles à tout ce qui est rituel, déjà, avant tout. Donc, créer un rituel de séance en amont, en fin de séance, pour vraiment dire qu'il y a un avant et un après. Donc, par exemple, l'enfant va arriver, on va lui dire d'enlever ses chaussures, première chose, d'aller s'asseoir sur un tapis. Et par exemple, on va proposer un petit jeu de balles.
sensorielles, ce sont des balles à picot, où on va travailler un petit peu sur de la détente, sur du massage, sur de l'exploration sensorielle, voir qu'est-ce qu'il va en faire finalement de ces balles. Est-ce qu'il va se les mettre à la bouche? Est-ce qu'il va les mettre sur son corps? Est-ce qu'il va vouloir rentrer finalement en interaction avec nous, le professionnel? Voilà, c'est à voir. Après, il faut toujours qu'il y ait créé une fin de séance. Ça aussi, c'est important. Avec, on se dit au revoir, on se regarde dans les yeux. Toujours, ça, c'est important. Ils sont très sensibles au changement. Donc, il suffit qu'une fois, on change quelque chose et là peut éclater une crise. On va pas comprendre de suite qu'est-ce qui se passe. Simplement, on a changé. C'est le rituel qui a changé. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la temporalité est très très importante, comme l'espace en fait. Si on change des choses dans une pièce, ils sont très sensibles au changement d'objets dans une pièce. Qu'est-ce que vous rapporte la famille après toutes ces séances? Qu'est-ce que ça leur apporte réellement, cette aide avec vous, la psychomotricienne? Alors moi, de suite, ils me disent, quand on les voit avec vous, on les trouve de suite très apaisés. D'accord. Alors, je sais pas, est-ce que c'est le cadre qui est contenant? Il y a une bienveillance, on est en dualité, finalement, il y a l'exclusivité pour la personne. Oui. Donc, je pense que ça doit y jouer parce qu'on apporte vraiment quelque chose de sécure et contenant. On enveloppe la personne et on est là exclusivement pour elle. On va vraiment à son rythme. On va pas brusquer les étapes. On va en fonction. On se dit, voilà, aujourd'hui, on fait que ça, mais c'est pas grave. Même si moi, derrière, j'ai un objectif. On s'arrête là. C'est pas grave. L'objectif pour moi, c'est vraiment que le patient prenne plaisir à venir en séance et qu'il y ait cette alliance. Et par la suite, quand ils ont leur séance, est-ce que eux-mêmes, les enfants, créent ces mêmes rituels qu'ils ont appris avec vous à la maison, par exemple? Alors ça, c'est quelque chose vraiment que je préconise aux parents. Oui. Essayer de garder la même... Alors, par exemple, tout ce qui est temporalité avec un calendrier sur le temps, parce qu'une poutre du temps, j'appelle ça, où je leur dis de le matérialiser de manière assez ludique, soit sous forme de chenille, soit un train, quelque chose vraiment qu'ils affectionnent beaucoup. Et là, je leur dis, mettez les choses qui sont clés, les fêtes clés dans la maison, les endroits, par exemple, là, c'est cantine, là, c'est école, là, c'est maison, là, il y a le sport. Vraiment de ritualiser et qu'il y ait peu de changements, finalement, au quotidien, quoi. Parce que c'est très, très mal vécu. Oui, en fait, vous offrez un cadre rassurant et vous donnez des clés pour que finalement ils arrivent à s'intégrer dans leur quotidien, ce qui doit pas être facile. Et à l'école, ces enfants, est-ce que vous êtes quelquefois en communication avec l'équipe éducative? Alors, il y a des équipes éducatives, en effet, où on est sollicité. Après, d'un point de vue psychomotricienne, c'est plus, alors moi je parle dans le cadre hospitalier, c'est plus les référents, on va dire, des patients qui y vont. D'un point de vue libéral, je ne suis pas sollicitée parce que j'ai fréquemment les enseignants au téléphone pour discuter de l'évolution, de comment ça se passe en classe, parce que souvent c'est là où ça pose souci. Moi, les voyant en libéral, le souci, je ne vois pas le même. Eux, ils ont 30 enfants, moi j'en ai qu'un. Je vois que c'est totalement différent et les parents disent mais je comprends pas, mais je leur dis tout simplement en fait, vous avez là l'enfant est qu'avec moi. À l'école, ils sont 30, il y a le mouvement, il y a l'enseignant qui est pas attentionné de la même manière que moi je peux l'être, il y a l'ATSEM qui elle aussi a son rôle. Donc du coup, il y a tout ce brouhaha, tout ce mouvement qui peut en fait les agiter, les faire éclater d'un point de vue moteur, cognitif, et ils peuvent ils sont tous déstabilisés et ils tiennent pas en classe, quoi. Et le suivi, quand ils sont enfants autistes, dure tout le temps? Oui, la psychomotricité, on peut dire qu'on peut en avoir tous besoin et en fait tout le temps. Maintenant, il faut savoir dire stop. À un moment, pour la famille, pour l'enfant, même pour nous, pour se remettre en question, pour prévoir de nouveaux objectifs, que cette période puisse faire réfléchir et se dire est-ce qu'il y a encore vraiment besoin de moi, ou est-ce qu'on peut pas plus s'orienter vers de l'orthophonie ou vers de l'ergothérapie plutôt que de continuer réellement de la psychomotricité. Oui. À un moment, vous pouvez sentir que c'est plus trop efficace. Tout à fait, où on est un peu en stand-by. Là, généralement, moi, les séances, de toute façon, je
fais 15 séances toujours réévaluables, où je revois la famille et où je discute, voilà, il y a eu des évolutions sur ça, là je trouve que ça pêche davantage sur ce point-là, on peut reprévoir encore 10-15 séances et réévaluables, voilà. Est-ce que vous avez pu voir, grâce à vos séances, des évolutions chez ces petits patients? Ah oui, dans la relation, dans le contact, oui. Ah, voilà. le contact, le regard est fuyant, souvent chez l'autiste. Et là, je vois vraiment un visage qui s'émerveille et d'un point de vue émotionnel, ils arrivent mieux à se canaliser. Oui. Du fait qu'on ait fait aussi beaucoup de relaxation, de méditation, de respiration, tout ça, ça leur a permis à lâcher prise et à être plus en contact avec moi, quoi. Alors, c'est ce qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Malheureusement, ce sont des pathologies de plus en plus fréquentes et ne pas oublier que la psychomotricienne est là pour la prise en charge de ces petits patients avec les orthophonistes, les kinés et puis tout le panel, malheureusement, de suivi médical. Mais je trouvais que c'était important de mettre le doigt sur votre discipline et comme quoi elle est tellement importante dans l'aide de ces enfants. Charlotte, merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, de tous ces renseignements, vous avez bien replacé le rôle de la psychomotricienne et aussi tout ce bilan très important que vous faites dès que vous rencontrez les enfants. Merci en tout cas. Merci à vous. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.